Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Et on vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré à une lecture d'articles sur un des sujets fétiches de Mathilde. Oui, un des sujets qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'influence du sevrage sur les troubles du comportement. On en avait déjà parlé dans l'épisode 18 de la première saison. Oui, un sevrage précoce peut favoriser l'apparition des troubles du comportement. Mais on entend aussi beaucoup de mauvais conseils donnés aux propriétaires d'animaux sevrés précocement. Par exemple, on conseille souvent de prendre les chatons par la peau du cou pour les punir. On l'a déjà dit, mais les chattes ne font pas ça avec leurs chatons, si ce n'est pour les déplacer, mais surtout pas pour les punir. Et ce type de réaction peut vraiment favoriser l'apparition de troubles du comportement. Pour revenir à notre sujet du jour, il s'agit d'un article publié cette année par une équipe mexicaine dont le titre pourrait se traduire par « Effet d'une séparation précoce sur le comportement du chat domestique ». Alors déjà, on peut s'arrêter sur le fait que l'article prétende pouvoir généraliser au comportement de tous les chats domestiques. Cela sous-entend que la population étudiée est parfaitement représentative de la population de tous les chats domestiques. Ça va donc être un point à étudier. Alors, regardons comment l'étude est construite. La population étudiée est constituée de 62 chatons de 9 semaines appartenant à 19 portées différentes. 7 sont élevés par leur mère et 12 sont biberonnés. Les chatons ont commencé à être biberonnés à 4 semaines au plus. Les chatons élevés par leur mère sont au nombre de 32. Il s'agit de chats issus de colonies de chats libres, donc probablement des chats dits de gouttière, entre guillemets. Ils ont été élevés en intérieur pour les besoins de l'étude. Ils ont été très peu manipulés pendant leurs premiers mois, puis manipulés quotidiennement au moment du nourrissage et 2 fois par semaine pour des jeux ou de la familiarisation à l'humain. Bon, déjà là, le protocole ne détaille pas ce qui a été fait. Comment ont-ils été manipulés? Qu'est-ce qui est fait en termes de jeu ou de familiarisation? Tout ça, l'étude ne le précise pas. En tout cas, les portées sont toujours des portées d'au moins 3 chatons pour éviter les confusions avec les chatons qui sont élevés à la main sans leur fratrie. Alors justement, les chatons orphelins sont au nombre de 16 dans la publication. Et 14 chatons sont également élevés à la main mais à plusieurs. Ils sont répartis sur 4 portées différentes. Là, l'étude précise bien que les chatons ont été trouvés ou abandonnés dans des refuges sans leur mère. Bien sûr, pour des raisons d'éthique, aucun chaton n'a été séparé de sa mère pour les seuls besoins de l'étude. Donc ces chatons orphelins, qu'ils soient avec ou sans leur fratrie, ils sont nourris selon les besoins qui correspondent à leur âge, avec un lait maternisé approprié, un volume et une fréquence correspondant aux recommandations liées à leur âge. Et à partir de 3 ou 4 semaines, un aliment humide était fourni aux chatons. Ils étaient également stimulés plusieurs fois par jour pour pouvoir faire leurs besoins. Oui, car les chatons doivent être stimulés dans les premiers jours de vie pour faire leurs selles et leurs urines. La mère leur lèche la zone périnéale, mais en son absence, c'est à l'humain de le faire en stimulant la zone avec une petite compresse humide par exemple. Les chatons orphelins étaient placés dans des familles d'accueil et isolés de tout contact avec d'autres chats. Bon, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que l'étude ne précise pas non plus quel type de manipulations sont faites après 4 semaines. Il est probable, en fait, que le protocole n'ait pas été vraiment défini, d'autant plus que les chatons étaient placés individuellement dans des familles d'accueil. On a donc peu d'informations sur la familiarisation à l'humain reçue par ces chatons. Ensuite, les chatons étaient soumis à des tests à un âge estimé entre 8 et 9 semaines. Idéalement, les tests étaient faits à 24 heures d'intervalle, mais pour certains chats, tout a été fait le même jour. Alors le premier test consistait à prendre le chaton à 2 mains, une autour du thorax et une sous les postérieurs, la tête tournée à l'opposé de l'humain. En fait, c'est un truc qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux où on voyait les gens soulever leur chat comme ça et voir comment ils réagissaient. Donc c'est un test qui est issu de la littérature. Et donc pendant ce test, l'objectif c'est de mesurer le temps que l'animal met avant de se débattre. Et s'il ne se débat pas pendant les 30 secondes, alors le test prend fin. Le second test consistait à fournir un morceau de viande au chaton et à essayer de lui reprendre à 4 reprises avec une petite baguette en bambou. Si le chaton grognait, chassait la baguette ou récupérait le morceau de viande, la tentative s'arrêtait. On mesurait donc les comportements consistant à garder le morceau de viande, mais aussi le temps qui s'écoulait avant que le chaton n'aille prendre la viande.
Et enfin, le troisième et dernier test consistait à isoler le chaton dans une pièce sans autre chat, ni sans odeur d'autres chats. On prenait le chaton pour le mettre dans une boîte de transport et il était emmené dans cette pièce quelques minutes. Les chercheurs mesuraient alors les vocalisations et l'activité du chaton. Et à ces mesures comportementales, l'équipe a ajouté une mesure physiologique. Cette mesure consistait à prendre des photos en thermographie infrarouge avant et après le test de séparation. La thermographie infrarouge, c'est une technique qui permet de mesurer la température sur une zone donnée. En éthologie, on étudie souvent les variations de température de l'œil pour évaluer le stress. Les mesures de comportement, elles, sont faites sur des vidéos afin de pouvoir bien observer et mesurer la durée et la fréquence de chaque comportement étudié. Bon, passons maintenant aux résultats. Ceux-ci montrent une nette différence de comportement entre les chatons élevés par leur mère et ceux élevés à la main. Ces derniers se débattent notamment plus vite au test de contention, qu'ils soient élevés avec leur fratrie ou non. Sur le test de la viande, 7 chatons, certains élevés par leur mère, d'autres à la main, ont mis plus d'1 minute à approcher le morceau de viande. Lorsqu'ils sont exclus des résultats, on constate que les chatons élevés à la main avec leur fratrie approchent plus vite de la viande que les autres. Il n'y avait en revanche pas de différence sur les comportements de défense de cette ressource entre les différents groupes. Et enfin, sur le test d'isolement, les chatons élevés à la main avec leur fratrie vocalisent plus vite que ceux élevés par leur mère. Les vocalisations et les comportements locomoteurs sont également plus nombreux dans le groupe élevé à la main avec ou sans fratrie. Les mesures de thermographie ne diffèrent pas significativement d'un groupe à l'autre, mais on constate une baisse globale de température de l'œil après le test d'isolement. Ce que conclut l'étude, c'est qu'il y a bien des différences de comportement chez les chatons élevés à la main, sans influence constatée de la présence de la fratrie. Et c'est vrai, l'étude conclut qu'il est donc peu recommandé, a priori, de séparer les chatons de leur mère précocement. Bon, évidemment, vous vous en doutez, si on fait cet épisode, c'est qu'il y a plusieurs points à discuter cependant. D'abord, comme nous l'avons souligné, il n'y a pas d'informations sur les manipulations effectuées, ni leur fréquence pour ce qui concerne les chatons élevés à la main. Il est donc possible que les manipulations quotidiennes diffèrent entre les deux groupes et que les chatons élevés par leur mère se soient simplement habitués aux manipulations. Oui, Laure, d'autant plus qu'il est précisé que les chatons sont manipulés au moment du nourrissage et qu'ils peuvent donc très bien avoir associé les manipulations au moment du nourrissage et donc à quelque chose d'agréable. Il est aussi possible que les chatons élevés à la main soient globalement plus sensibles au stress. Autre point, les chatons élevés à la main avec leur fratrie s'approchent plus vite de la nourriture. Là, il est possible qu'ils se soient intéressés plus tôt dans leur vie à une alimentation non lactée, puisqu'ils n'avaient plus leur mère, et qu'ils aient été sujets plus tôt à de la compétition alimentaire. Et donc, ils ont appris à s'approcher plus tôt de la nourriture. Enfin, pour le test d'isolement, il semble révéler, là aussi, une plus grande perméabilité au stress des chatons élevés sans leur mère. Les mesures de thermographie ne montraient en revanche pas de variation d'un groupe à l'autre, mais les chercheurs émettent l'hypothèse que la sensibilité de leur appareil était peut-être insuffisante pour constater une telle différence. Ce qu'on peut conclure, c'est qu'il y a peut-être à 2 mois une plus grande tendance au stress chez les chatons élevés sans leur mère, avec leur fratrie ou sans leur fratrie, même si, à nouveau, on manque un peu de détails sur les manipulations effectuées. Les chercheurs regrettent, comme c'est souvent le cas, la petite taille de leurs échantillons. Peut-être que de plus grands échantillons auraient permis de constater que la présence d'une fratrie influençait un peu plus les résultats. C'est d'ailleurs en fait ce que les auteurs s'attendaient à trouver. Ils s'imaginaient que la présence des frères et sœurs des chatons allait avoir une influence positive sur le comportement et qu'il était mieux du coup d'avoir un chaton élevé avec sa fratrie, même s'il est orphelin, qu'un chaton élevé sans sa fratrie. Et en fait, ils se sont rendus compte dans leurs résultats qu'ils n'avaient pas de différence significative entre ces deux groupes. Mais ce que ne dit pas cette étude, c'est comment évoluent ces chatons à l'âge adulte. Il serait en fait intéressant de renouveler des tests lorsque les chats grandissent pour savoir si ce constat persiste dans le temps. Il faudrait également évaluer la valeur prédictive des tests effectués sur l'existence de troubles du comportement. Par exemple, est-ce qu'un chat qui se débat lors d'une manipulation à 2 mois va forcément devenir un chat peu tolérant aux manipulations chez le vétérinaire ? Ouais, effectivement, on peut se demander si ces tests sont pertinents pour évaluer le futur comportement des chats avec les humains et est-ce que les résultats à ces tests permettent de prévoir si le chaton sera un bon chat de famille ou pas.
C'est ce qui nous intéresse en fait. Et quant à savoir si les chats étudiés sont représentatifs de la population générale des chats domestiques, c'est toujours une question délicate. Il n'y a aucun chat de race dans l'étude. Les chatons élevés par leur mère sont tous issus d'une colonie de chats libres. Peut-être que cette colonie est assez homogène en termes de tempérament ou de génétique, ou au contraire, peut-être qu'elle est très hétérogène. Et les chats élevés sans leur mère sont des chats trouvés ou amenés au refuge, issus d'une population peut-être assez différente de la population de chats libres auxquels ils sont comparés. Bref, il est difficile de se dire que cette population est nécessairement représentative de l'ensemble des chats domestiques. Et autre point intéressant à souligner, pour le test de séparation-confinement, donc le 3e test, je me suis dit en lisant l'étude que ces petits chatons orphelins, ils ont été sauvés parce qu'ils ont su se faire repérer par des humains, notamment en vocalisant. Il y a peut-être un biais de sélection. Ceux qui sont repérés sont ceux qui crient le plus fort, et ceux qui ne vocalisent pas ne sont jamais récupérés par des nourrisseurs et ne survivent pas. Bon, malgré ces points de discussion, on va quand même évidemment renouveler les recommandations de l'étude. Un sevrage précoce, c'est toujours mieux de l'éviter. Et il y a probablement des précautions supplémentaires à prendre avec des chatons élevés à la main par rapport à des chatons élevés avec leur mère. Mais comme on vous l'a dit dans l'épisode sur le sevrage, les troubles du comportement ne sont pas une fatalité et il y a toujours des solutions, même si votre chat a été sevré trop tôt. On espère que ce nouvel épisode de critique d'articles vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner à notre podcast. Et nous sommes également à l'écoute de vos commentaires et témoignages sur notre Instagram ou par mail vetologie.podcast@gmail.com. Et à très bientôt dans Vétologie.